bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, avec une nouvelle vidéo anti-haul. Alors écoutez, contre toute attente. Non, c'était pas non plus totalement contre toute attente, mais c'est ce que je disais donc dans la première édition de ce format, c'est que bon, j'y allais un peu au talent, j'étais pas vraiment persuadée que ça allait être ne serait-ce qu'intéressant. Je parle même pas du fait que ça puisse vous plaire ou pas, j'étais même pas sûre que ça pourrait être pertinent. Et en fait, il s'avère que vous avez adoré ce format, donc on va le refaire, hein, parce que c'était maintenant, c'était quoi, il y a 4-5 mois, je pense, que j'ai fait cette première vidéo. Je vous la laisse dans la petite fiche et dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue et que vous avez envie de la regarder. Je vous réexplique rapidement le concept du anti-haul de base sur YouTube. Alors c'est un format qui est assez répandu. Il s'agit tout simplement de se tourner vers les tendances du moment. Moi je vois beaucoup ça avec la mode, mais je doute pas que ça existe pour plein d'autres catégories. Et donc l'idée de base, encore une fois, c'est d'expliquer pourquoi on n'adhère pas à cette tendance et pourquoi on n'achètera pas le ou les objets ou les fringues ou les chaussures ou je sais pas quoi tendance du moment. Mais moi je le fais un peu plus à ma sauce, dans le sens où aujourd'hui je vais partager 10 choses, alors ça va être principalement de la mode et de la beauté, que j'ai mis dans ma wishlist à un moment, que j'ai eu extrêmement envie d'accueillir même, j'ai envie de dire, au sein de mon foyer, et qu'en fait au final j'ai jamais acheté les trucs et je pense que je ne les achèterai jamais, et je vais vous expliquer pourquoi. Et cette intro était déjà extrêmement longue, donc je vous propose qu'on y aille, hein. Je commence avec une pièce, oh mon dieu, mais tellement belle, d'une marque que j'adore, que je connais, dont je possède quelques pièces. Alors la marque en question, c'est Lisa Yang. C'est une marque, alors je crois que c'est suédois, je suis pas certaine, mais bon, voilà, ça vient des pays du Nord, comme ça, hein, les pays du Nord qu'on adore. Lisa Yang, c'est vraiment une marque qui est spécialisée dans le cachemire, c'est une marque qui est assez haut de gamme, où chaque pièce vaut quand même son pesant de cacahuètes, hein. J'ai 2 pulls de cette marque, dont un que j'ai acheté l'année dernière, donc vraiment, j'ai dû vous le montrer, hein, à l'occasion, il devait être d'ailleurs, je pense, dans mes favoris mode de 2023. C'est un pull en cachemire noir, alors extrêmement simple, mais alors d'une beauté, d'une qualité, d'une chaleur, d'une douceur. Il fait vraiment partie de mes pulls favoris. Et figurez-vous que Lisa Yang, il y a vraiment pas très longtemps, c'était fin août, début septembre, Vlatipa qui sort un manteau. Je me souviens encore que je reçois la newsletter et que vraiment, à l'intérieur de moi, il y a comme quelque chose qui se fracasse de bonheur. Tu vois, où vraiment je me dis, ah mon Dieu, un manteau en cachemire, il a l'air sublime, il a l'air magnifique. Donc je vous insère immédiatement une image du dit manteau. Alors on est sur une pièce vraiment très basique, tout du moins à mon goût, parfait manteau noir avec une coupe assez droite, légèrement oversize. Donc vraiment une pièce pour moi qui allie la simplicité à la versatilité, au chic. Pour moi, vraiment tous les bons éléments, tu vois, d'un bon manteau sont quasiment réunis dans cette pièce. On est sur un manteau évidemment 100% cachemire, tricoté en double face, donc on est a priori sur une matière qui est quand même assez épaisse et qui, on s'en doute, vu que c'est du cachemire, va tenir extrêmement chaud. Donc vraiment, je vois ce manteau. Alors il existe dans d'autres coloris, hein. Moi j'ai flashé sur le noir, mais il existe en bleu marine, je crois, en beige, en espèce de vert olive, comme ça. Mais moi vraiment je flash complètement sur le noir. Mais si vous voulez, un des principaux atouts de ce manteau est aussi pour moi un de ses principaux défauts. Encore une fois, on est sur du cachemire et on est sur un manteau, c'est pas du drap. Vous voyez, le drap de laine, c'est cette espèce de matière qui est quand même assez épaisse, qui est très bien isolante. C'est globalement, dès que vous achetez un manteau en laine ou un truc dans le genre, c'est ce qu'on appelle du drap de laine. Ici, on est vraiment sur de la maille. Et moi, immense frileuse, un des premiers trucs auxquels je pense, c'est je suis pas certaine que au cœur de l'hiver, tu vois, je sais pas, quand il fait -3, qu'il y a du vent, qu'il pleut, je suis pas certaine que le truc soit hyper adapté. Alors je vais quand même jusqu'à envoyer un DM meuf est folle à la marque sur Instagram en leur disant hi, j'adore votre manteau, mais est-ce que vous pensez que c'est assez chaud pour être porté au cœur de l'hiver? Et surtout, qu'en est-il du pouvoir isolant de ce manteau? Si par exemple on est sur une journée où il y a beaucoup de vent, etc., pourriez-vous éclairer ma lanterne, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Le ou la community manager me répond hyper gentiment et surtout, et ça c'est un truc que j'ai énormément apprécié, de façon très honnête. C'est-à-dire qu'elle me dit, c'est du cachemire, donc ça tient très chaud, mais évidemment, au cœur de l'hiver, avec des températures très basses, tu peux pas le porter seul. Alors évidemment, je pense que personne ne sort juste nu
avec son manteau comme ça. Il faut faire du layering, tu vois, donc il faut porter des couches en dessous. Évidemment, elle place de préférence du cachemire. Ah oui, tu m'étonnes, vous ne vendez que ça, donc... Vous allez pas dire, bref, passons. Et là où elle est hyper honnête, c'est qu'elle me dit, au niveau du pouvoir isolant de la matière, ça va pas forcément être optimal. Typiquement, pour une journée où il y a beaucoup de vent, ça reste de la maille, donc ça reste une matière qui finalement est assez aérée, si vous voulez. Donc bien informé sur le manteau en question, et considérant aussi qu'il coûte la modique somme de 990 €, ce qui est quand même pas... Ouais, ça fait cher le manteau, quoi, si tu veux, le manteau que potentiellement tu peux pas le porter tout l'hiver, ou tu peux pas le porter dès qu'il y a un petit peu de vent. Et bien évidemment, je me suis détournée de cette pièce, alors vraiment avec la mort dans la main. Mais à un moment, moi j'ai pas de souci à investir vraiment, à mettre beaucoup d'argent dans certaines pièces, mais à condition qu'elles puissent, d'après mes critères, remplir en fait tout ce que j'attends en fait de cette pièce. Et moi, un manteau, je veux dire, je me connais, j'ai besoin que ce soit très bien isolant, j'ai besoin que ça me tienne vraiment très très chaud. Et là, je pense que le truc aurait pas fait le taf. Alors, je le regarde encore régulièrement, mais écoutez, eh ben on a économisé 990 balles, ça fait plaisir. J'enchaîne directement avec du make-up. Et alors là, je suis allée jusqu'à choisir les teintes, les mettre dans mon panier. J'étais, je vous jure, je vais prendre un cheveu. Vous voyez mon cheveu, vous ne le voyez sûrement pas, vous êtes trop loin. Mais j'étais vraiment à ça de valider la commande. Mais j'ai fini par me raviser. Parce que vraiment c'est ridicule. Je n'arrête pas de vous dire depuis le début de l'année que j'essaie de ralentir, enfin c'est même pas que j'essaie, c'est que globalement j'ai énormément ralenti ma consommation de make-up. Alors ça veut pas dire que depuis le début de l'année j'ai acheté 0 truc de make-up, j'achète encore des choses, mais j'essaie de rester dans une certaine forme de mesure et de raison. Et là le make-up en question, il s'agit de celui lancé par la marque Hermès. Alors eux vraiment, non mais c'est fou, ils bouffent à tous les râteliers, hein. Les marques de luxe, ils sont vraiment en mode hein, les fringues, les sacs, les chaussures, les parfums, le make-up. Non mais ils ont bien raison en même temps, hein, j'ai envie de dire, il y a sans aucun doute un public, enfin je veux dire une clientèle pour du make-up aussi luxe avec des tarifs aussi élevés. Mais bon, j'ai décidé que je ne ferai pas partie de cette clientèle. Le premier truc donc sur lequel je flash, c'est les palettes d'ombre à paupières. Oh, alors évidemment, je suis... vous savez, c'est toujours... Ah, mais c'est le marketing, en fait, c'est les images de marque, on te vend un truc qui est incroyable, un petit boîtier, un petit compact magnifique, vraiment, regardez-moi ça, c'est tellement beau. Hermès, alors moi, si j'ai eu un sac Hermès il y a très longtemps, d'ailleurs je vous en avais parlé dans une vidéo, les choses que je regrette d'avoir acheté, mais si vous voulez, moi je suis pas du tout cliente d'Hermès, et dans l'absolu, c'est pas forcément quelque chose qui me fait rêver. Moi, ils ont pas des pièces, si on prend au niveau de la maroquinerie ou au niveau des chaussures, c'est pas tellement mon style. Mais il y a quand même toujours, vous savez, cette aura de marque et ce que ça représente d'avoir un objet de la marque Hermès. Donc la palette que je me retrouve à ça de commander et qui me plaît le plus, c'est celle-ci. Alors on est sur... C'est très simple. On n'est pas sur des fards qui sont particulièrement lumineux, pailletés, mirobolants. On est sur un truc... Sonia utilise souvent le terme maquillage social. Alors pour moi, on est totalement là-dedans. Ce qui est pas plus mal parce que moi, je me maquille pas non plus de façon très extravagante. Mais donc, encore une fois, le compact est magnifique, cette espèce de petit empiècement, là je sais pas comment dire, doré avec le logo Hermès, c'est tellement beau, tu reçois, enfin j'imagine le truc dans une boîte Hermès orange, donc vraiment la boîte emblématique de la maison Hermès, tu as un petit pinceau absolument sublime, les photos d'illustration, voilà, les modèles portent des make-up qui sont super réussis, c'est très beau. Alors encore une fois, c'est pas un truc de fou, mais c'est du joli maquillage, tu vois que les teintes ont l'air extrêmement réussies, il y a ce petit côté un peu paupières mouillées, enfin genre c'est sublimissime. Et cette palette sublimissime, évidemment, comme c'est une Hermès, elle coûte 104 baloches.
Donc vraiment, t'es là. Ah. Il m'arrive régulièrement de mettre beaucoup d'argent dans du maquillage, mais je suis pas certaine dans le passé d'avoir déjà mis autant d'argent en fait dans une palette, sachant qu'on a 4 fards. C'est même pas, je sais pas moi, une palette. Je pense je crois que les Pat McGrath sont assez onéreuses. Elles coûtent dans les peut-être 80, 90, voire même peut-être 100 €, voire même peut-être plus. Je connais pas très bien les tarifs, mais c'est des palettes où t'as, je sais pas moi, genre 12, 14, 16 fards quoi. Là, t'en as 4. Si tu veux, hein. Et le deuxième truc, mais alors, et là j'ai du mal en fait à m'en détacher, mais je m'accroche, c'est leur vernis à ongles et plus particulièrement cette teinte que je trouve mais sublime. Ce bleu en fait un petit peu, je sais pas trop comment dire, j'ai l'impression qu'il est un petit peu muté. Oh, je trouve ce coloris mais tellement beau. Et regardez-moi la petite bouteille. Tellement belle, je veux dire, c'est d'un élégant, c'est, j'ai envie de dire fantasmagorique. Et en même temps, à 53 balles, le flacon de vernis à ongles, ça peut bien être fantasmagorique. Bon, là encore, j'ai plein de vernis à ongles que j'aime beaucoup. Ces derniers temps, en plus, ce serait vraiment un scandale que j'achète ça, parce que moi, ces derniers temps, ça fait, je pense, 3 mois que j'ai pas mis de vernis sur mes ongles, donc comment vous dire ? À un moment, il faut être raisonnable, tu vois. La pièce suivante, qui est restée dans ma wishlist, mais des mois et des mois et des mois, que j'ai failli acheter un nombre incalculable de fois, c'est ces mocassins de la marque Hero Studio. Alors, je crois que c'est une marque espagnole. Alors, eux, ils font des chaussures, mais écoutez, mais tellement belle. Donc, je flash sur ce modèle. Non mais vraiment, je crois que c'était il y a plus de 6 mois. Donc ces espèces de mocassins, alors d'un coloris mais magnifique, avec l'espèce de tressage comme ça, je sais pas comment dire, sur l'avant, la petite boucle, le cuir qui a l'air mais sublime. Tout est magnifique en fait dans cette paire de chaussures, je les trouve mais incroyablement belles. Le petit détail là à l'arrière, j'adore. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que donc ces chaussures, je les repère il y a super longtemps. Un jour, je me décide à passer commande, mais en fait, je ne commande pas ce modèle, j'en commande un autre. Je vous insère une image, et puis je pense que je dois encore avoir des photos de quand je les avais essayées. Et alors déjà, premièrement, le modèle que j'achète au final ne me plaît pas, parce que je trouve qu'il est trop fin et que c'est finalement pas une forme dans laquelle je me retrouve, vous voyez, qui me correspond, et je sens direct qu'en fait, je vais pas les porter. Je les renvoie donc à l'expéditeur, et évidemment, je recommence à obséder sur le modèle. Le modèle, c'est Soler, je crois. Donc, je recommence à être complètement obsédée par ce modèle que je vais voir régulièrement, hein, plusieurs fois par mois. Je vais sur la fiche produit, je vais sur Google Images, chercher des photos où on les voit porter, etc. Et en fait, ce qui fait que je ne saute jamais le pas, c'est tout simplement le fait d'avoir eu cette première paire, cette autre paire, qui était, alors, au niveau de l'artisanat, je me demande si elles doivent être, vous savez, fabriquées à la main en Italie ou en Espagne. Enfin, on est vraiment sur des chaussures d'une très très grande qualité, avec un très bel artisanat, enfin un très beau savoir-faire. Mais on est sur de la pompe qui est quand même assez, sur un cuir qui est quand même assez épais, assez rigide. Il est légèrement verni. Et j'en ai déjà parlé des tas de fois, moi je suis la princesse au petit pois des pieds. Toutes les chaussures me font mal aux pieds. Alors parfois c'est juste une question de temps, entre guillemets, d'adaptation. Le temps, vous savez, en anglais on dit le temps qu'on les casse, le temps que le cuir, la matière s'assouplisse un petit peu et que notre pied se fasse en fait à la chaussure. Alors moi il y a des pompes avec lesquelles je n'y arrive pas, c'est-à-dire que je lâche l'affaire en cours de route, parce qu'au bout d'un moment je me rends bien compte que je n'ai pas la foi d'avoir mal aux pieds, même si c'est juste, je sais pas, pendant une semaine. Vous savez ce que je dis toujours, moi, dans la vie, on n'est pas là pour être mal, d'accord ? Il y a plein de chaussures qui sont très confortables, donc à un moment, on va pas non plus se flinguer les panards juste pour la beauté de l'objet, tu vois, d'une paire de chaussures. Donc il y a déjà ce premier point, le fait que je sois assez réaliste et objective sur la sensibilité de mes pieds, et le fait d'avoir pu essayer une des paires de chaussures de cette marque, mais il y a aussi le fait qu'entre-temps, je trouve une paire... Alors, on peut pas vraiment dire qu'elle est similaire, mais je trouve que dans l'esprit, c'est un petit peu la même chose. Attendez, je vais aller les chercher. Donc, entre-temps, je tombe sur cette paire de Doc Martens que vous m'avez déjà vu porter, et que
j'adore et qui surtout sont d'un confort absolument inégalable. Très étrange a priori pour des Doc Martens, mais en fait le cuir est extrêmement souple. Alors moi je peux les porter même carrément pieds nus, ça ne me pose aucun souci. Et alors encore une fois, c'est quand même assez différent du modèle de chez Herreux parce que celles de chez Herreux, elles ont un côté très j'ai envie de dire très élégant. C'est vrai que la matière, alors le coloris, on est un peu dans le même délire, dans les mêmes teintes, mais je trouve qu'il y a une vibe en fait qui est similaire. Et connaissant quand même assez bien mon style et ce que j'aime porter et ce que je porte avec plus ou moins de facilité, clairement, j'ai fait le bon choix en achetant celle-ci, sachant qu'en plus, alors je les avais achetées, je crois que j'ai dû les acheter sur Zalando, elles devaient être en promo, enfin vraiment, c'est-à-dire que les autres, 500 € je crois, celle-ci j'ai dû les payer 120, donc l'un dans l'autre, c'est la win quoi. Je passe maintenant à un bijou, plus exactement à des bagues qui là aussi sont restés sur ma wishlist pendant des mois et des mois et des mois. Alors je ne sais plus comment je découvre cette marque qui si je ne m'abuse, est une marque française qui s'appelle Temps d'Avenir. Ils ont un univers qui est hyper intéressant chez cette marque. Je pense, à mon avis, j'ai dû la découvrir sur Instagram. Ça a dû être une publication sponsorisée ou suggérée par Instagram, parce que vous savez qu'Instagram est vraiment mais d'un talent pour te mettre sous le nez des trucs qui en fait sont exactement ce que tu aimes et ce que tu as envie d'acheter. Donc je flash il y a maintenant plusieurs mois sur cette bague qui est, c'est vraiment une forme chevalière qui allie aussi quelque chose que moi j'aime énormément avec les bijoux, c'est le mélange d'argent et d'or. Ce que je trouve hyper chouette avec cette bague, c'est qu'en fait tu peux choisir les espèces de petits charms, tu vois, les petits machins en fait dorés, tu as le choix et tu peux faire ta propre composition. Alors on est un peu sur une vibe, on est même clairement sur une vibe Égypte ancienne, mais je sais pas quoi, je tombe sur cette bague et je suis époustouflade, j'ai envie de dire, devant sa beauté et j'ai tellement envie de l'acheter. On est sur une bague qui coûte 450 €. Alors je ne doute pas, je suis quasiment certaine que ça doit être fabriqué à la main dans leurs ateliers ou des choses comme ça, tu vois. Bon, les matières sont aussi argent sterling, les petits machinous là sont plaqués hors 18 carats, donc on n'est pas sur de la merdouille quoi, si tu veux. Mais ce qui fait que je ne saute jamais le pas, c'est que j'arrive à un stade où j'ai quand même tendance à constamment porter les mêmes bagues. J'en ai déjà pas mal, si vous voulez, si je prends toutes mes bagues préférées qui sont finalement un peu dans la même veine, des bagues en argent ou en plaqué or, donc des bijoux qui sont de très très bonne qualité et certains que j'ai maintenant depuis des années, en fait je n'ai déjà pas assez de doigts pour pouvoir porter toutes les bagues que je possède déjà et que j'aime énormément. Donc à un moment, il y a la raison qui se pose là et qui me dit « Colline, écoute, un moment, bon, si j'avais eu moins de pièces qui finalement cochaient déjà un petit peu toutes les cases pour moi en matière de bijoux, en matière de bagues, je pense clairement que je me serais décidée pour ce modèle et que, alors j'aurais sûrement mis, je pense, 200 heures à me décider à quoi mettre comme petit machinou dessus. Moi, c'est toujours très compliqué. Quand on me laisse le choix, je suis complètement perdue et ça me déstabilise totalement. Écoutez, je pense vraiment qu'ici, on peut saluer la raison qui s'est emparée de moi et qui a fait que cette bague, finalement, ne sera jamais mienne. On passe sur du make-up, plus particulièrement sur un accessoire, ce pinceau de la marque Ray Morris. Alors, connaissais mais ni d'Ève ni d'Adam cette marque. Et évidemment, je découvre ça où? Je découvre ça sur Niche Beauty, où on en parlait dans l'édition, je vous en parlais dans l'édition précédente des anti-haul. Non, mais c'est le mal incarné, cette e-shop. Je vais pas répéter ce que je disais la dernière fois, mais je vais le répéter quand même. La sélection, les marques, les exclusivités. Non, mais tu tombes sur des trucs, t'es là, mais d'où ça sort? Ça a l'air incroyable. Il y a plusieurs mois maintenant, donc je me balade sur Niche Beauty parce que de temps en temps, je ne peux pas m'empêcher d'aller faire un petit tour. Je vais dans l'onglet nouveautés, je scrolle comme ça, je regarde quelques pages et je suis là, c'est vraiment, mais pouf, c'est terrible. Cette e-shop, c'est terrible. C'est le pire e-shop, je pense, qui existe de tout l'internet. Quand on est fan de beauté et qu'on aime bien les trucs de maquillage, de skincare, mais tout. J'y étais ce matin, du coup, pour récupérer un peu des photos pour cette vidéo. J'ai même vu un bonnet de bain qui m'a fait envie, que j'ai eu envie d'acheter.
C'est vous dire à quel point ils sont forts. Bref, je reviens sur ce pinceau. Je ne sais même plus si je vous ai dit que c'était un pinceau. Alors, la marque, donc c'est Ray Morris, je ne sais pas comment prononcer ça. Ce pinceau a l'air d'être le pinceau le plus incroyable du monde. Alors déjà, il a une forme mais fabuleuse. Tu sais que c'est le truc que en 2 secondes t'étales ton produit crème. Alors j'ai l'impression qu'il est principalement développé pour appliquer les fonds de teint, mais ce qu'ils disent dans la description, c'est que c'est en gros pour sensiblement toutes les formules crème. Non, même pas, je dis n'importe quoi. Ils écrivent « Parfait pour tous les fonds de teint, des poudres minérales au maquillage liquide conçues pour donner à votre fond de teint une finition airbrushed ». C'est mon saint graal des pinceaux. Alors là, on ne sait pas, c'est entre guillemets, on ne sait pas qui parle, hein, mais toujours est-il que c'est le saint graal des pinceaux de quelqu'un sur Terre. Hein. Aucun pinceau pour fond de teint ne donne une finition aussi parfaite que celui-ci. Le pinceau en question coûte 148 €. Vraiment, je ris parce que c'est... Putain, 150 balles pour un pinceau. Alors évidemment, c'est toujours pareil, hein, vous savez, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. C'est ce que je disais la dernière fois, et c'est ce que je dis aussi régulièrement. La valeur qu'on donne à quelque chose, le prix qu'on est prêt à mettre dans un objet, c'est très personnel. Moi, en ce qui me concerne, bien que j'ai pas de problème, je peux très facilement dépenser de très grosses sommes d'argent pour des tas de choses, mais là, moi, franchement, 148 balles le pinceau, pour moi, c'est complètement délirant. Alors, évidemment, un pinceau, c'est quelque chose que tu peux, si tu t'en occupes bien, enfin, si tu en prends soin, tu peux le garder toute ta vie, tu peux le léguer à tes enfants, qui eux-mêmes, s'ils en prennent soin, pourront le léguer aux leurs, etc., etc. Mais là, déjà, évidemment, le prix est un gros frein pour moi, mais c'est pas le frein principal. Ce qui me freine complètement et m'empêche de sauter le pas et d'acheter ce pinceau, c'est qu'en fait, des pinceaux, j'en ai déjà plein. Alors j'en ai un peu moins maintenant parce que j'ai fait pas mal de tri cette année, au début de l'année ou fin de l'année dernière. Les pinceaux que j'utilise maintenant principalement, à savoir quasiment tous les jours, en fait c'est tout le temps les mêmes. J'en ai encore, hein, je veux dire, j'ai des stocks, des trucs voilà, que j'ai rangés dans un tiroir que je ne sors absolument jamais. Et évidemment que ce pinceau, alors j'ai pris celui-là en particulier, là, le numéro 26, parce que c'est celui qui me fait le plus envie. Mais évidemment, en fait, au fond de moi, non, à la surface de moi-même, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'acheter toute la gamme, tous les pinceaux de chez Ray Morris, parce qu'ils sont tous magnifiques, ils ont tous l'air absolument géniaux, ils sont beaux, ils sont élégants, et tu vois, encore une fois, tu te projettes dans ce truc de « Oh là là, j'aurai tous mes beaux pinceaux Ray Morris comme ça devant moi pour me maquiller, mon maquillage serait incroyable ». Et bien sûr que les outils, quand on se maquille, ça peut vraiment faire une énorme différence, mais à un moment, moi, quand je mets du fond de teint, parce que c'est de plus en plus rare que j'en mette, vous savez ce que j'utilise? J'utilise mon vieux Beauty Blender que j'ai depuis genre 4 ans, tu vois? Le truc que tu laves et que pareil, en fait, si tu l'entretiens bien, si t'en prends soin, tu peux le garder vraiment extrêmement longtemps. Donc à un moment, je décide de me défaire en fait de ce... Vous savez, il y a un terme en anglais que je trouve hyper pertinent, c'est le fantasy self. C'est la version de soi, mais qui est fantasmée. Ce truc de se projeter dans quelque chose donc qui serait encore mieux que ce qu'on a déjà. Typiquement ici, j'ai déjà des tas de pinceaux qui sont super, qui font très bien le taf, dont je suis absolument ravie, et ce depuis des années, mais j'ai du mal à ne pas me projeter donc dans ce moi fantasmé qui aurait des pinceaux encore mieux et encore plus beaux, et tout serait accordé, tu vois, ce serait magnifique, etc. Bon, alors ça c'est un vrai taf, hein, de se défaire de cette idée-là, de cette notion de soi fantasmé, mais à cœur vaillant, rien d'impossible, hein, et puis regardez, une fois de plus, on a réussi. Hein. Ah, on reste sur le make-up, et alors ça, bon, je vous avoue, je l'ai mis dans ma sélection, mais on n'est pas à l'abri que peut-être quand même un jour je l'achète, le Aqua Highlighter de chez Armani Beauty. Je vous insère des images. Alors moi, j'ai principalement flashé sur la teinte la plus claire, qui est cette espèce de... Ah là là, le rendu sur la peau a l'air mais tellement beau. Ça a l'air de laisser un effet sur la peau qui me semble pas pailleté. Alors je sais pas, parce qu'encore une fois, je n'ai vu que des images sur internet, je n'ai pas du tout vu ce produit de mes propres yeux, mais ça a l'air de laisser sur la peau un fini imperceptible. Vraiment, la texture a l'air
ultra légère et ce rendu mais lumineux, mais comme vous savez ce terme en anglais là hyper à propos, glass skin. Oh, ça a l'air mais tellement beau. Quand tu regardes les images d'illustration, les modèles ont des pommettes mais tellement belles. Oh mon Dieu, c'est vraiment, mais c'est d'une beauté quoi, le rendu. Oh, je suis complètement fan de ce truc. Ce que je trouve intéressant aussi avec ce produit, bien que moi, la teinte qui m'attire le plus, c'est la plus claire, c'est que t'en as qui sont quand même un petit peu plus foncées. Alors je réalise pas forcément très bien la pigmentation ou non du produit. Par exemple, les teintes qui sont plus foncées, la teinte 4 ou la teinte 5, je sais pas trop si potentiellement c'est pas des produits que tu peux utiliser un peu en bronzer, comme ça, vraiment un peu sur les contours du visage pour réchauffer ton teint. Enfin, ça doit être mais tellement beau. J'aimerais vraiment beaucoup pouvoir voir ce produit de mes propres yeux, pouvoir juste le swatcher comme ça, juste pour le bonheur en fait de tripatouiller le truc. La raison pour laquelle je pense, a priori, alors on est, je dirais, sur du 95% sûr que je n'achèterai pas ce produit. Alors premièrement, c'est le prix, parce que c'est quand même 45 €. Alors je ne sais pas quelle est la contenance. Éventuellement, je regarde et je vous l'inscris ici. Ça, là, comme ça, visuellement, ça a l'air d'être une contenance qui est quand même assez généreuse. Bon, toujours est-il que 45 € pour un produit, encore une fois, qui est vraiment pas le type de produit que j'utilise. Moi, c'est très rare que je mette de l'highlighter. Je pense que j'en ai un qui se trouve dans une palette Pat McGrath. Et alors, autant dans cette palette, j'adore le blush que j'utilise très régulièrement, autant l'highlighter, en fait, au bout d'un moment, moi, je trouve que c'est un peu too much. Moi, j'ai quand même tendance à mettre pas mal à avoir déjà, en fait, naturellement, la peau qui brille un petit peu, qui est un peu lumineuse avec mes soins, avec mes crèmes, mes sérums, mes trucs comme ça. J'ai aussi quand même un penchant certain pour les blushs crème ou alors les blushs qui vont être assez lumineux. Donc à un moment, quand je me pose vraiment sérieusement et que je considère la question, que je considère éventuellement acheter cet enlumineur ou pas, je me dis mais en fait ça ne sert à rien, tu ne l'utiliseras pas. Voilà. Et le fait de penser que je n'utiliserai pas un produit, je trouve que c'est quand même un vachement bon argument pour ne pas acheter produit en question. Oh mon Dieu, alors ça, oh là là, alors je le mets dans cette vidéo, mais en réalité j'ai tellement envie d'acheter ce truc. Alors c'est un... Comment est-ce qu'on pourrait présenter ça? J'ai envie d'appeler ça, c'est un bijou de cheveux. La marque, c'est Lelette New York. Et c'est une espèce... Bon, je vous insère des images parce que c'est vraiment... Là, comme ça, c'est pas très parlant. En fait, c'est un élastique à cheveux avec une grosse pièce, une espèce de bijou en métal qui fait partie de l'élastique. Et alors, non mais regardez-moi les images d'illustration, c'est magnifique. Alors cette marque, j'ai choisi cette pièce en particulier parce que c'est la première que j'ai repérée et c'est vraiment celle que je préfère. Mais alors, leur pince à cheveux, tous les élastiques, les trucs, mais c'est magnifique. Non mais alors regardez-moi ce duo, le truc pony machin avec l'élastique, avec l'immense barrette en métal torsadé. En fait, je canne devant ces images, tellement c'est beau. Ça aussi, c'est un truc, j'ai failli passer à l'action, mais tellement de fois. Je suis allée littéralement jusqu'à remplir mon panier, commencer le process de je vais commander, je vais payer, etc. Et puis m'arrêter littéralement un clic avant que ce soit trop tard, quoi. Les raisons pour lesquelles je pense qu'il y a, allez, je vais dire 70% de chance que je n'achète pas ces trucs, et bon, vous allez comprendre pourquoi juste après. Alors premièrement, c'est le prix, puisque là, le Gloss Arch Pony, qui est cet élastique avec cette espèce de bijou en métal, coûte quand même la modique somme de 116 €. Alors, c'est du plaqué or, ok. Néanmoins, ça reste un truc en métal avec du plaqué or. À mon avis, on n'est pas sur du 18 ou du 24 carats. Le tout foutu sur un élastique, tu vois. C'est-à-dire que tu vas chez Leclerc, au rayon élastique, tu peux acheter sensiblement le même. La deuxième raison qui fait que je ne saute pas le pas, c'est que je pense que si je me décidais, donc pour cette pièce bien particulière, la Arch Pony, là, je pense que je serais quasiment incapable de ne commander que ça. C'est-à-dire que je me retrouverais, je sais pas, moi, avec pour 300 ou 400 ou je ne sais pas combien de baloches de trucs pour mettre dans les cheveux. Et la troisième raison, c'est que, écoutez, regardez-moi, je ne me coiffe pas.
moment. C'est là aussi, on en revient à ce truc du fantasy self, de la version de soi fantasmée. Putain, je ne me coiffe jamais, même faire une queue de cheval. C'est un truc, je veux dire, ça me saoule, je n'y arrive pas, ça me plaît pas, tu vois. Alors de temps en temps, je mets un peu des barrettes, mais c'est principalement parce que j'ai du mal à supporter d'avoir les cheveux comme ça, enfin pas qui me tombent dans le visage. Vous voyez, un peu là, comme ça a vite tendance en fait à me saouler. Donc très régulièrement, je prends une espèce de pince crocodile comme ça et je me fais un machin qui ne ressemble à rien sur le haut de ma tête. Et en fait, j'en ai, si vous voulez, des jolis trucs à mettre dans mes cheveux, alors qui ressemblent en rien à ces pièces-là, mais j'ai des jolies barrettes, j'ai même des serre-têtes, enfin j'ai plein de trucs que je peux mettre dans mes cheveux, avec lesquels je peux me coiffer, et ce serait joli, machin, etc. Et je ne les utilise pas, en fait, jamais. Ça m'arrive 2 fois par an où j'essaie de faire un truc, je me dis, allez, je vais me donner un peu de mal, je vais essayer de faire un truc un peu joli, un peu propre. Je n'y arrive pas, ce n'est pas mon truc. Moi, ma marque de fabrique, c'est vraiment d'être coiffée comme un cul. Donc là, on est vraiment sur la voie de la raison, la voie de l'objectivité, la voie de le soi fantasmé. Allez hop, ça dégage. Néanmoins, je vous ai dit avant qu'il y avait, j'ai dit quoi, 70% je crois de chances que je n'achète pas de pièces Lillet New York pour mettre dans mes cheveux. Et en fait, les 30 ou les 20 ou 30% restants, c'est tout simplement parce que figurez-vous qu'au mois d'octobre, eh bien, je vais à New York. Lillet New York, je me dis, peut-être sur un malentendu, je vais tomber sur les trucs, peut-être je pourrais essayer, tu vois, je pourrais un peu regarder, toucher de mes propres doigts, voir un peu à quoi ça ressemble. Et là, je vous avoue, honnêtement, encore une fois, j'essaie d'être extrêmement objective sur moi-même, sur ma personnalité et sur mes faiblesses. Je pense que si je tombe sur les pièces en question, franchement, je pense qu'il y a très peu de chances pour que j'arrive à me dire « Non, Colline, tu ne te coiffes jamais, ne les achète pas. » Un deuxième manteau que j'ai failli acheter et que... Là, franchement, c'est sûr et certain, je n'achèterai jamais ce manteau de chez Arket. De temps en temps, je vais faire un petit tour sur les différents sites, voilà, des marques que j'aime bien, je vais voir un petit peu les nouveautés, machin, tout ça, parce que bon, bah, ça fait toujours plaisir. Hein. Et il y a quelques semaines, je tombe sur ce manteau avec une couleur, oh là là, mais tellement belle, ce bordeaux. Magnifique. Bordeaux, moi, c'est une couleur que j'aime beaucoup, qui globalement me va très bien. Là, vraiment, la teinte de Bordeaux a l'air extrêmement réussie. On est sur un manteau, alors c'est un peu difficile de se figurer la coupe qu'il a, parce qu'en fait, il n'y a pas de photo portée. Alors ça aussi, hein, les marques de prêt-à-porter, arrêtez de faire ça. Arrêtez de mettre juste les pièces comme ça, les pack-shots sur fond blanc. Je veux dire, c'est pas du tout parlant. On est là, bah, c'est-à-dire que quoi, c'est long, c'est court, c'est un peu oversize, on ne sait pas. Bref, ce manteau Arket qui a l'air... Moi, je pense que c'est un manteau qui a une coupe globalement assez classique, donc ni trop près du corps, ni trop oversize. J'ai pas l'impression qu'il y ait des épaulettes. Je pense qu'il doit être d'une longueur... bah, c'est difficile à dire. En dessous du genou, peut-être? On ne sait pas trop. Ben, encore une fois, je veux dire, personne ne le porte, donc on est obligé de deviner. Et potentiellement, on devine à côté. Hein. Double boutonnage, petit col châle, des petites poches absolument magnifiques. Un prix, somme toute, assez raisonnable, puisqu'il coûte 279 €. Arket, moi, je trouve quand même que globalement, ça a beau être de la fast fashion, ça a beau appartenir au groupe H&M, etc. On est quand même sur une qualité qui est tout à fait raisonnable, voire très bonne. Ah, alors, autant pour moi, je suis sur la fiche produit et on a quand même une petite information sur la coupe. Il est écrit « oversized ». Alors, oversized, dans quelle mesure? Bon, alors, on ne sait toujours pas. Ce manteau, donc, ce manteau sublime. Ce qui le fait atterrir dans cette vidéo anti-haul, c'est la composition, puisque, alors il te présente le truc, manteau croisé confectionné à partir d'un mélange de laine, le tissu extérieur contient de la laine RWS, les produits certifiés par le label RWS, donc Responsible Wool Standard, excusez-moi, contiennent des fibres de laine provenant de fermes certifiées par un organisme blablabla, très très bien, sauf qu'en fait la laine dans ce manteau ne représente que 75% du produit fini, puisqu'on est sur une composition de 75% de laine et de 25% de polyamide. Et là, c'est toujours pareil, vous nous faites chier avec le synthétique dans la laine. Bon sang, arrêtez de faire ça, ce n'est pas possible. Alors c'est sans aucun doute une façon de réduire le coût de production par conséquent le prix de vente d'une pièce, mais purée quoi.
Est-ce que je vais répéter la même chose? Oui, je vais répéter la même chose que dans l'autre vidéo anti-haul, à savoir que la laine, c'est une matière fabuleuse, c'est respirant, ça tient chaud, ça s'auto-nettoie, c'est absolument merveilleux. Et là aussi, deuxième chose moi, qui me dérange un petit peu, c'est qu'il y a une doublure en viscose, voilà, 100% viscose. On le voit d'ailleurs sur les photos, il y a une espèce de doublure un peu satinée, comme ça, ton sur ton. Et ça, c'est marrant parce que moi, pendant très longtemps, je considérais qu'un manteau en laine qui n'avait pas de doublure, c'était c'était un peu cheap. Genre, bah les gars, mettez une doublure, quand même, faites un effort, tu vois. C'était l'hiver dernier, je crois. J'achète un manteau, alors qui est un de mes manteaux préférés, c'est un manteau de la marque Belle Pièce. Je vous insère une photo. Alors je pense que le modèle n'existe plus. Moi, je l'ai acheté il y a une bonne année maintenant. Mais donc j'achète je flash sur ce manteau en boutique et vraiment je l'adore. Je le trouve absolument parfait. La coupe, la couleur, il est 100% laine, etc. Enfin vraiment les finitions sont superbes. Mais je suis quand même un peu intriguée par le fait qu'il n'y ait pas de doublure et je l'achète en boutique et j'en parle en fait avec la dame qui tenait la gérante de la boutique et elle répond à ma question en mettant le doigt sur un truc en fait qui ne m'avait absolument jamais traversé l'esprit et qui est qu'en fait il y a des marques qui choisissent de ne pas mettre de doublure sur leur manteau tout simplement parce que la laine comment je vais expliquer ça, tout simplement parce que la doublure, une doublure donc qui bien souvent va être dans une matière synthétique, va isoler le corps de la laine, qui est, une fois de plus, une matière formidable, qui tient chaud, qui aide à réguler la température du corps, etc. Et elle m'expliquait que bien souvent, le fait de mettre une doublure, c'est aussi une façon pour les marques de cacher des finitions qui sont pas jojo. Et alors, depuis ce jour, ça a complètement changé ma vision des choses. Alors après, bon, est-ce que c'est vrai pour toutes les marques? Est-ce que c'est vrai que chaque manteau, même si on va chez des très belles marques, qui n'a pas de doublure, a forcément des finitions intérieures qui laissent un petit peu à désirer, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est quelque chose en fait qui m'a marqué et depuis, quand je vois un manteau qui me plaît mais qu'il a cette espèce de doublure comme ça en synthétique, alors ça devient pas systématiquement une pièce que je ne vais pas acheter, mais en fait ça pèse vraiment dans la balance. Et enfin, je termine, il est bientôt midi, je crois que je crève la dalle. Il va falloir que j'aille manger bientôt parce que sinon je vais m'effondrer sous vos yeux ébahis. Enfin, je termine avec une paire de chaussures. Et là, ça me coûte encore de me dire que je ne les achèterai jamais. Mais une fois de plus, la raison prend le dessus. Les bottes Flea de la marque Butero. Je vous insère des images, pas plus tard que tout de suite. Regardez-moi ces œuvres d'art. Je ne sais pas quel autre mot utiliser. Je découvre cette marque Butero, là... ce printemps, je crois, parce que j'ai commencé à me chercher, je cherchais une paire de bottines en fait dans un coloris un peu marron chocolat et histoire de pas me jeter sur le premier truc venu, je fais vraiment une espèce de petit pas un benchmark mais je me fais une liste avec les pour, les contre, les machins. La meuf est complètement barge. Et en même temps, si vous voulez, de faire ça, ça permet quand même d'avoir une vision un peu plus globale du truc et de pouvoir considérer plusieurs options et qu'est-ce que j'aime dans cette paire et qu'est-ce que j'aime pas et qu'est-ce que je recherche, machin, etc. Bref, j'achète au printemps dernier une paire de bottines Butero qui sont Butero, je sais pas comment prononcer ça, qui sont, oh là, elles sont tellement belles. Je vous insère une image, vraiment, je suis extrêmement heureuse. J'ai pas pu beaucoup les porter parce qu'il a commencé à faire un petit peu chaud, assez rapidement après que je les ai achetées. Mais alors autant vous dire que cet automne, je vais m'en donner à cœur joie. Et évidemment, en allant regarder un petit peu sur le site de la marque, donc je tombe sur ces bottes, ces espèces de Santiago, littéralement en daim avec les empiècements là que... Oh, mais regardez-moi ça, est-ce que ce ne sont pas les plus belles bottes du monde? Elles sont incroyables. Moi, j'adore les Santiago. J'en ai évidemment 2 paires que, évidemment, je ne porte jamais. Mais là, si vous voulez, ce qui me fait vraiment hésiter, c'est qu'en fait, c'est des Santiago qui sont quand même globalement assez hautes, et surtout le haut de la botte n'est pas, comment je peux appeler ça, le décolleté de botte. Je pense que ça n'existe pas, mais vous voyez la partie en fait en haut de la botte où ça, enfin en haut des Santiago principalement, où en fait sur l'avant ça part un peu en V. Moi c'est globalement ce qui me dérange toujours avec les Santiago et ce qui fait que j'ai du mal à porter celles que je possède parce que je trouve que le rendu est bizarre entre la hauteur des Santiago qui souvent est un peu, ça te coupe un peu le mollet
plus cette ouverture-là, souvent je trouve que c'est vraiment pas beau du tout. Enfin tout du moins, vraiment sur moi, j'ai toujours beaucoup de mal à apprécier cette découpe et cette hauteur. Et là, si vous voulez, elles sont quand même plus hautes que des Santiago de base qui arrivent un peu mimolées. Et l'échancrure du haut de botte... pas facile, hein, quand t'as pas les termes techniques, elle est en fait beaucoup moins marquée et je suis fan de ces bottes. Je suis fan de ces bottes. Après, vous l'aurez compris, évidemment, ce qui fait que je ne craque pas pour ces bottes. Alors déjà, il y a le prix, hein, parce qu'on est comme sur des bottes à 900 €. Alors je dis pas, si elles coûtaient moins cher, peut-être qu'éventuellement, je me dirais, bon bah vas-y, fais-toi un petit plaisir. Mais là, on est sur 900 balles la paire de bottes que... je le sens, je le sais que c'est pas des bottes, tu vois, que ça va pas devenir les chaussures que je porte tous les jours, que ça va pas devenir genre à la fin de l'année quand je vais vous faire mes favoris modes de 2024, que je vais vous dire alors ça c'est vraiment les bottes, je les ai portées un jour sur deux, c'est mes bottes préférées, je les ai poncées. Je sais très bien que ça n'arrivera pas. Déjà parce que moi les bottes hautes, je crois que c'est quelque chose en fait que je ne possède pas, que je ne porte pas. Le peu de fois où j'ai eu des bottes un peu hautes, vraiment, je trouve que c'est toujours un peu, c'est un peu difficile pour moi de porter ce type de hauteur de bottes. Et puis on est quand même sur un modèle qui a, on va dire, une forte personnalité. Alors moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai des chaussures... vous savez, si vous suivez un petit peu, hein, vous savez que j'ai parfois des goûts en matière de chaussures qui sont un petit peu spéciaux. J'ai pas du tout de problème avec les pièces qui vont être vraiment très fortes, comme on peut dire. Mais là, c'est extrêmement typé. C'est vraiment de la Santiago, de la botte haute. Et je sens vraiment, encore une fois, que si j'achetais ces bottes, je ne les rentabiliserai absolument pas et que ce serait évidemment une paire de chaussures que j'adorerais, que je les trouverais toujours aussi magnifiques, mais pas loin de mes deux mains à couper, que je n'arriverai pas à les porter. Et je trouve que c'est une raison absolument et totalement valable, du coup, pour ne pas les acheter. Et j'ai fait le tour de ce anti-haul. Alors là, les gars, il faudra que je fasse le calcul de combien j'ai économisé. C'est complètement débile, parce qu'évidemment, je n'ai rien économisé du tout, mais il y a toujours ce petit truc où tu te dis oh, j'avais super envie d'acheter ça, et je ne l'ai pas acheté, donc c'est un peu comme si j'avais économisé de l'argent. Complètement crétin. Mais je ferai quand même le calcul par curiosité. Bref, j'espère que ce nouveau anti-haul, un peu à ma sauce, vous aura plu, que ça vous aura permis, un peu comme la dernière fois, alors éventuellement de découvrir de jolies marques, peut-être de découvrir des choses qui vous, en fait, vous correspondent complètement et qui pour vous seraient des achats mais complètement réussis. J'espère aussi que si, comme moi, vous essayez d'avoir, allez, on va dire, de faire des achats qui soient un peu plus réfléchis, parce que c'est un peu la vibe de l'année, hein, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Encore une fois, sans tomber dans un esprit de minimalisme ou quoi ou qu'est-ce, hein, c'est vraiment pas du tout l'idée, mais l'idée, c'est juste... Voilà, on réfléchit, on arrête de se jeter sur les choses telle une morte de faim. Donc si c'est un peu votre cas cette année, j'espère que de pouvoir assister en fait à mon fil de pensée, à l'évolution en fait de mes réflexions, aux questions que je me pose quand je suis face à quelque chose que j'ai envie d'acheter. J'espère que ça peut peut-être vous inspirer. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Si vous êtes nouveau par ici ou si vous n'êtes pas nouveau mais que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça avec un peu de chance vous verrez mes vidéos dans votre fil d'abonnement. C'est pas du tout garanti, hein, mais ça peut aider. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Oh, je vais vraiment aller manger, je commence à me sentir, je commence à avoir flou. Pas du tout. J'en étais où? Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.